Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Vous êtes le directeur fondateur de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et vous allez commenter pour nous, après avoir écrit 80 livres environ, vous allez commenter cette actualité aujourd'hui qui se bouscule, évidemment l'investiture de Donald Trump. D'abord quelques mots, la libération de 3 otages israéliennes, la perspective d'une trêve réelle, l'échange contre des prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, c'est un tournant qui est en train de se passer. Ça va dans le bon sens, on peut souhaiter et croire que cette trêve de 42 jours va être respectée, qu'il y aura effectivement des échanges de prisonniers, d'otages et un arrêt des bombardements, ce qui va soulager tout le monde. Les familles qui seront enfin réunies pourront célébrer le retour de leurs proches. Le plus dur commencera après, sur la deuxième étape, le retrait des troupes israéliennes, et plus encore sur l'étape 3, la reconstruction de Gaza. Mais en tous les cas, il y a suffisamment peu de bonnes nouvelles qui viennent du Proche-Orient pour ne pas se féliciter de cet accord de cessez-le-feu, de cet échange entre Israéliens et Palestiniens, et donc de l'arrêt des combats immédiats. Oui, ça veut dire que c'est une victoire du Hamas ou c'est juste un effet Trump? Parce qu'au fond, on entend l'amertume des Israéliens aussi, malgré la joie d'accueillir ces otages. Oui, mais il y a aussi l'amertume des Palestiniens quand ils voient les destructions sur Gaza. En tous les cas, le Hamas n'a pas été éradiqué. C'était le but d'hier Netanyahou, et Anthony Blinken lui-même, l'ancien maintenant secrétaire d'État américain, a dit que le Hamas avait recruté plus de miliciens qu'il n'en avait perdu depuis le 7 octobre. Et c'est effectivement, comme vous l'avez dit, une victoire pour Trump, parce que cet accord, échange de prisonniers, d'otages, cessez-le-feu, avait été proposé à peu près dans les mêmes termes par Biden en mai 2024. Netanyahou l'avait refusé et il accepte aujourd'hui, donc c'est bien Trump qui a changé la donne. Oui, ça veut dire qu'au fond, Netanyahou obéit à Trump alors qu'il n'obéissait pas à Biden? Exactement. Biden ne l'impressionnait pas. Biden a réclamé plusieurs choses, ne pas aller sur Rafah, ne pas bombarder le Liban, etc. Permettre l'aide humanitaire, y compris américaine. Netanyahou a toujours refusé, et là on voit que, il est beaucoup plus impressionné par Trump que par Biden, qui a toujours protesté contre l'attitude de Netanyahou, mais qui n'a jamais pris de position ferme ni de pression réelle sur lui. Oui, l'amertume, et je le disais, de certaines populations israéliennes. Au fond, le prix à payer est lourd. 3 otages libérés, 4 otages bientôt, mais 50 Palestiniens, parfois même des gens qui ont participé à des actions contre Israël et qui vont renforcer peut-être le Hamas. Alors pour l'instant, il semblerait qu'il n'y ait pas de gens qui étaient libérés, qui ont pris des actions violentes contre Israël. Il y a des journalistes, parce que le nombre de prisonniers palestiniens a aussi beaucoup augmenté, et pas des combattants, des gens qui ont été emprisonnés par Israël sur la base d'accusations dont on ne connaît pas réellement la nature. Mais effectivement, je ne crois pas qu'à ce stade, il y ait des gens qui aient du sang sur les mains qui aient été libérés. Oui, alors vous diriez, qui est gagnant dans cette affaire, au fond? Les civils, puisque il y a les familles qui sont réunies sont gagnantes, les populations qui ne sont plus bombardées, et donc effectivement chacun peut dire, et Netanyahou peut dire, j'ai obtenu un accord et on recommencera à bombarder Gaza si le Hamas ne respecte pas ces conditions. J'ai l'engagement de Donald Trump sur ce point, donc il n'a pas tout à fait perdu. Le Hamas peut dire, j'ai résisté, c'est toujours moi qui contrôle Gaza, et j'ai recruté plus de miliciens que j'en ai perdu. Donc tout le monde crie victoire. Les bons compromis, c'est quand tout le monde crie victoire. Oui. Alors les accusations de génocide vont perdurer. Netanyahou continue d'être inculpé, poursuivi. Oui, alors il n'est pas inculpé de génocide, il est inculpé pour crime de guerre, crime contre l'humanité, ce qui est déjà quand même assez lourd. Et effectivement, il faudra voir au fur et à mesure les témoignages. Pour l'instant, Gaza n'est pas réouvert, il faudra voir un peu sur place ce qui s'est passé. Mais en tous les cas, les procédures juridiques continuent. Elles ont des effets concrets d'ailleurs sur les Israéliens, puisque l'Australie demande maintenant, lorsqu'un Israélien demande un visa, s'il a ou non participé à des crimes de guerre. Et on a vu qu'au Brésil, un soldat qui est en vacances a été rapatrié très rapidement parce qu'il craignait, au nom de la compétence universelle, d'être inquiété par la justice brésilienne. Oui, de l'autre côté, le Hamas a commis des crimes. Oui. Ce sont des otages qui ont été torturés, violés, des enfants qui sont encore détenus. Que peut faire la communauté internationale? Le Hamas n'est pas reconnu par les Occidentaux, il est considéré comme un grenade terroriste. Ses leaders ont aussi été inculpés pour crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale, sauf que eux sont morts entre-temps. Et donc effectivement, le problème, c'est de savoir qui pourra gérer Gaza. Il est inacceptable pour Israël que le Hamas continue à gérer Gaza, mais l'autorité palestinienne, malheureusement, est complètement déconsidérée. Donc il faut trouver d'autres leaders que ceux-ci.
Oui, mais on a bien vu des combattants du Hamas tirer des coups de feu, se réjouir évidemment et empêcher peut-être la foule de lyncher les otages quand ils étaient libérés. On a l'impression que le Hamas existe encore. Ah, il existe encore, effectivement, mais on était nombreux à dire que l'objectif d'éradiquer le Hamas était politiquement et stratégiquement irréaliste. Et de nombreux Israéliens l'ont dit. Et de nombreux Israéliens ont dit qu'il fallait arrêter les combats plus tôt pour obtenir plus tôt la libération des otages. Ces gens-là, effectivement, ont vécu dans des conditions plus que compliquées, difficiles, sans voir la lumière du jour pendant près de 400 jours. Un risque que cette trêve ne tienne pas. Alors on peut être optimiste pour les 42 premiers jours, pour la première phase de la trêve, notamment aussi parce que Trump met la pression et que bon, il n'a pas de moyen de lutter contre le Hamas. Enfin, il n'a pas le moyen de faire pression sur le Hamas, sauf les menaces d'emmener l'enfer, comme il l'a dit, si le Hamas ne respectait pas sa parole. Et il a les moyens de faire pression sur Netanyahou. Donc la première phase, on peut être optimiste. C'est ensuite que les difficultés vont commencer. Oui, on voit Israël-Palestine, une guerre sans limite, aux éditions Erol, votre dernier livre, Pascal Boniface, comprendre l'histoire et l'actualité. Et c'est vrai que vous écrivez dans ce livre, au fond, une guerre sans limite, un point d'interrogation. Et là, on se dit, c'est un nouveau tournant, mais on en a connu tellement. Oui. Au fond, est-ce qu'on pourrait quand même résolument penser que là, il y a peut-être un espoir de fin de cette guerre? Alors malheureusement, il ne faut pas être aussi optimiste. Il y a au moins une fin de l'accentuation de la guerre. Il faut reconnaître qu'il y a une haine réciproque entre Palestiniens et Israéliens qui rend difficile la perspective d'une paix et que le gouvernement israélien est quand même très très à droite et que le Hamas a aussi une place importante en Palestine. Ceci étant, quand on voit rien n'est impossible pour l'avenir, on regardait entre Français et Allemands, nous avons su trouver le chemin de la réconciliation. Donc à échéance plus lointaine, la paix doit et peut être possible entre Israéliens et Palestiniens. Pour l'instant, elle est plutôt de l'ordre d'une perspective à très long terme que d'une perspective immédiate. Oui, Donald Trump investi une nouvelle fois président des États-Unis. La veille, pratiquement, de cette investiture, cet accord de trêve et de libération d'otages est signé. C'est l'effet, vous l'avez dit, de Trump. Au fond, il obtient ce que les autres n'avaient pas obtenu. Exactement. Et finalement, c'était la promesse qu'il s'était faite. Oui, en fait, il rêve d'avoir le prix Nobel de la paix pour faire aussi bien, voire mieux que Barack Obama. Donc, il a deux dossiers, la paix en Ukraine et la paix au Proche-Orient. En Ukraine, il pourra y parvenir assez vite à des conditions moins favorables pour l'Ukraine. Ceci étant, l'Ukraine pourra continuer à se battre pendant des mois et des mois. Ils ne pourront pas reconquérir les territoires perdus du fait d'un déséquilibre démographique très favorable à la Russie. Sur le Proche-Orient, une fois qu'il y a ce cessez-le-feu, il faut voir l'étape d'après. Et il y a quand même une majorité de gens qui disent que tant qu'il n'y aura pas un processus politique, y compris en Israël, tant qu'il n'y aura pas un processus politique, il sera difficile. Il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Il n'y a qu'une solution politique. Et donc, la force militaire doit uniquement conduire à dégager les perspectives d'une solution politique. C'est la solution dite des deux États. Mais Netanyahou, y compris en Israël, l'opposition à Netanyahou refuse pour l'instant la création d'un État palestinien. Et le nombre de personnes qui en Israël accepteraient cette perspective est de moins en moins important. Oui, ça veut dire que Trump n'imposera pas cette solution à deux États? Alors, il a tout à fait les moyens, normalement, un président américain, du fait qu'Israël dépend beaucoup de l'aide américaine. Mais Netanyahou avait pensé, à juste titre, que quoi qu'il fasse, Biden n'osera pas le sanctionner. Est-ce que Trump ira dans cela? On sait qu'il a un tropisme très pro-israélien. On sait que c'est lui qui a changé l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, ce qu'aucun président américain n'avait fait auparavant. C'est lui qui a accepté l'augmentation de la colonisation en Cisjordanie, qui a reconnu l'annexion du Golan. Donc, il n'est pas... Mais en même temps, s'il veut une vraie paix, il a aussi un allié qui est l'Arabie Saoudite. Et la différence entre son premier et son deuxième mandat, c'est qu'au cours du premier mandat de Donald Trump, il y avait un rapprochement entre Saoudiens et Israéliens du fait de la perception d'une menace commune, existentielle de la part de l'Iran. Entre-temps, les Saoudiens se sont réconciliés avec l'Iran et aussi, entre-temps, il y a eu la guerre, le 7 octobre, la riposte israélienne, qui est jugée tout à fait disproportionnée par les Saoudiens et donc qui ne se rapprochent plus. Et les Saoudiens ne paieront pas la reconstruction de Gaza s'il n'y a pas une réelle perspective politique et les Saoudiens ne se rapprocheront pas d'Israël s'il n'y a pas aussi une réelle perspective politique pour les Palestiniens. Oui, on voit bien que la faiblesse relative de l'Iran a peut-être aussi permis à cet accord d'avoir lieu, puisque le soutien iranien au Hamas affaiblit. Et à un moment donné, est-ce que l'Iran ne va pas être tenté de se renforcer avec notamment l'arme atomique ? Alors, il y a une tentation iranienne de dire la seule chose qui pourra dissuader Israël de me frapper de nouveau, c'est d'avoir l'arme atomique. Mais en même temps, les Iraniens savent que s'ils ont l'arme atomique et dans un moment un peu de faiblesse, Israël fera tout pour l'empêcher. Donc, il y a ce double mouvement. L'Iran peut être tenté par l'arme nucléaire, mais il sait que tant qu'il ne l'a pas, il est fragile par rapport aux frappes israéliennes. Oui, alors on parle évidemment de l'Iran, on pourrait parler aussi de la Chine, on peut parler de la Russie. L'Europe
Et finalement, et vous le dites dans ce bouquin, l'Europe est après. L'Europe, c'est le reste, c'est ce qui reste à la fin. Oui, l'Europe n'est pas un acteur politique global et encore moins au Proche-Orient dans la mesure où l'Allemagne a une position de s'empêcher toute pression pour des raisons historiques sur Israël. Et on peut dire que le poids de l'Europe dans la région est nettement moins important. L'Europe est plus un acteur humanitaire au Proche-Orient, et notamment entre Israéliens et Palestiniens, qu'un acteur politique. Et par rapport à Donald Trump, puisqu'il est investi aujourd'hui, il y a un défi. C'est que les États-Unis et l'Europe sont alliés stratégiques, notamment par rapport à la Russie. Mais Trump considère que l'Europe est un ennemi économique. Et il veut sanctionner l'Europe, il veut faire pression pour que nos biens soient plus taxés pour aller aux États-Unis et pour qu'on achète plus d'armes aux États-Unis, sauf à ne plus être défendus par les États-Unis. Et donc là, il y a un vrai défi. Est-ce que les dirigeants européens sauront relever ce défi-là? Parce que Trump est beaucoup plus fort que pendant son premier mandat. Il n'y a plus d'obstacles à l'intérieur des États-Unis. Le Congrès est parfaitement avec lui. Tous les ministres sont des loyaux totaux. Et puis, en fait, au début, l'an dernier, pour son premier mandat, il y avait Macron et Merkel qui étaient des chefs d'État de gouvernement forts dans des pays puissants. La France et l'Allemagne sont affaiblis et Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont affaiblis politiquement pour des raisons de politique intérieure. Oui, vous avez dit tout à l'heure, Pascal Boniface, Trump espère le prix Nobel de la paix, ce qui est inattendu. C'est au contre-intuitif. fond, oui, vous pensez vraiment qu'au fond, il aimerait être ce leader-là? On cherche toujours ce qu'on n'a pas. Oui. Il a été élu et donc son miroir, c'est un peu Obama. Il veut vraiment faire mieux. Obama a eu le prix Nobel et c'est vrai que Trump n'est pas un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui est brutal, mais qui va lancer des sanctions économiques, qui va faire des pressions, qui va insulter les gens. Mais il a compris que les Américains étaient là des guerres extérieures qui ont largement entamé leur économie et en même temps leur crédit moral. Donc il n'ira pas dans des guerres et effectivement, il a cette ambition qui peut paraître folle et qui peut paraître contre-intuitive par rapport à la brutalité de son comportement. Pourquoi avait-il été voir Kim Jong-un lors de son premier mandat, alors qu'il n'y avait pas grand-chose à espérer? C'est pour espérer obtenir quelque chose que ses prédécesseurs n'avaient pas obtenu. Et par rapport au Proche-Orient, il peut avoir l'espoir fou, effectivement, de dire tous les autres ont échoué, Carter, Clinton, etc., Bush, et moi, je réussirai, peut-être qu'il a ce rêve-là. Oui. Alors, dans ce cas, et si par exemple il arrivait à résoudre la guerre en Ukraine, il le mériterait, le prix Nobel de la paix. Oui, bien sûr, l'Ukraine aura perdu les territoires, ça serait contraire au droit international, mais une fois encore, on pourra continuer la guerre des mois et des mois, ça ne changera pas le cours. Et finalement, Obama, très honnêtement, a obtenu le prix Nobel de la paix par anticipation, parce que le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas amené la paix, il n'a pas lancé son pays dans une nouvelle guerre, mais c'était un prix Nobel de la paix plus comme une promesse d'espoir que le constat d'une réalité. Oui, mais alors justement sur l'Ukraine, si on y revient un instant, quelle va être la force de Trump pour obtenir ce qu'il avait annoncé en 24 heures, mais qui prendra finalement plus de temps, c'est-à-dire l'arrêt de cette guerre qu'il jugeait complètement absurde? À partir du moment où il va cesser d'envoyer des armes gratuitement en Ukraine, les Ukrainiens n'auront plus les moyens de combattre. L'Europe ne suffira pas à armer l'Ukraine contre la Russie. Et donc l'Ukraine est déjà Zelensky. Avant même que Trump ne prenne le pouvoir, une fois qu'il a été élu, a accepté des choses qui étaient pour lui inacceptables auparavant. Il a accepté le principe de concession territoriale, il a accepté le principe d'une négociation avec Poutine qu'il refusait par principe. Donc Zelensky a tout à fait intégré le fait que l'accès qu'il aura aux États-Unis sera différent avec Trump par rapport à Biden. Donc ça serait une victoire de Poutine? Oui, Poutine. Alors, en fait, Poutine va gagner les territoires, et donc c'est contraire au droit international, mais néanmoins, c'est un échec pour lui parce que la Russie sortira plus faible de cette guerre qu'elle n'y est rentrée. Au bout du compte, oui, de même qu'en 2014, la Russie a gagné la Crimée mais a perdu l'Ukraine, là aujourd'hui, oui, effectivement, la Russie, contrairement au droit international, va garder les territoires, ce que personne ne reconnaîtra, mais ils vont quand même les contrôler, mais au final, ils sont quand même affaiblis par rapport à ce qui aurait pu être une autre solution pour l'Ukraine. Oui, on parle de Donald Trump, évidemment, cette investiture aujourd'hui. On voit bien en Occident, en Europe, beaucoup de médias expriment une crainte face à ce que représente Donald Trump, vous le disiez, ce régime brutal, cette parole. Et au fond, on vient de décrire aussi un certain nombre de mouvements, c'est-à-dire que le monde est en train de changer. Comment vous qualifieriez ce Trumpisme numéro 2 et ses conséquences au-delà, peut-être à plus long terme, y compris politique? Vous avez raison, le plus grand problème, c'est le refus du droit, le refus du multilatéralisme. Trump se considère comme s'il n'y avait que les États-Unis et que les autres ne comptent pas. Il n'y a pas la prise en compte de l'altérité. Or, nous vivons dans un monde qui est divers, qui est globalisé, où l'action de chacun a des contre-actions chez les autres. Mais Trump nie tout cela. Mais c'est pas le seul d'ailleurs. Mais comme il est à la tête du pays le plus puissant du monde, la négation
l'impression que du fait que les autres puissent avoir des intérêts à faire valoir est quelque chose qui peut conduire à des actes très dangereux. Et par rapport à la Chine ou par rapport aux BRICS, ça va être très intéressant à regarder parce que ces pays-là ont les moyens de résister à la menace Trump. Oui, oui, un conservatisme évident, des taxes de douane, c'est le mot préféré de Donald Trump, et puis aussi l'expulsion de clandestins. C'est un modèle qui peut faire des émules. Oui, on le voit bien dans d'autres pays. Il y a déjà des émules. Milei en Argentine, Orban, Meloni en Italie, en Hongrie. Sauf que là, il va peut-être se heurter à la réalité. Il ne va pas être aussi facile que cela de déporter très rapidement 10 à 12 millions d'étrangers qui n'ont pas de statut de résident. Et par ailleurs, ça va poser des problèmes économiques. Parce que ces gens-là, souvent, ont un emploi. Et là, il y a un peu une opposition entre les grands patrons et Trump, parce que les grands patrons, y compris du numérique, disent on a besoin de cette main-d'œuvre. Et par rapport aussi aux taxations sur les produits importés, ça va créer de l'inflation aux États-Unis. Donc, il n'est pas sûr que son programme soit aussi facile à réaliser, qu'il soit aussi bénéfique pour l'intérêt à long terme des États-Unis. Mais alors, investiture de Donald Trump, Emmanuel Macron n'est pas invité. On va voir Éric Zemmour et Sarah Knafo, élus européens. Je ne suis pas sûr qu'ils soient au premier rang non plus. Oui, mais néanmoins, Javi Milei et Madame Meloni, il y a un certain nombre de messages clairs qui sont envoyés à l'Europe par Trump. Très clairement. Pour Trump, l'Union européenne est un ennemi économique. Et pour lui, l'économie est plus importante que tout. Donc il va chercher, notamment pour faire plaisir aux grands géants du numérique qui s'étaient opposés à lui et qui ont rallié maintenant Trump, de chercher à déréguler la régulation que la Commission européenne avait installée par rapport aux GAFAM. Il va chercher effectivement à imposer des taxes et à imposer des achats d'armes massives aux pays européens, sauf à quoi il remettrait en cause l'existence de l'OTAN. Donc il va faire des pressions. C'est à nous, Européens, de savoir est-ce qu'on fait front commun ou est-ce qu'on y va diviser, en espérant être moins maltraité si on fait de façon nationale plus de concessions à Trump. Là, je dois dire qu'aussi la faiblesse de la Commission européenne, qui était beaucoup plus forte dans le précédent mandat, peut inquiéter. Madame Kaja Kallas, qui est la nouvelle responsable des relations extérieures de la Commission européenne, elle, l'objectif premier, c'est la menace russe. Donc elle risque de ne pas être trop vindicative par rapport à Trump pour garder la protection américaine à l'égard de la menace militaire russe. Oui, il y a une montée des populismes en Europe. Trump va soutenir, peut-être, y compris électoralement, il en est l'incarnation. Ces mouvements. Il en est l'incarnation et carrément Elon Musk finance l'AfD, disons l'extrême droite en Allemagne, l'extrême droite également au Royaume-Uni. Pour l'instant, il n'a pas pris à partie encore Emmanuel Macron. On va voir combien de temps ça dure. Il doit venir au sommet de l'intelligence artificielle qui a lieu le mois prochain. Et pour l'instant, Macron avait bien traité Elon Musk, donc peut-être qu'il ne va pas s'y attaquer. Mais Elon Musk va se servir de Trump comme d'un bélier contre l'Union européenne et contre la régulation de l'Union européenne par rapport aux GAFAM. Oui, économiquement, la note va être chère pour la France, pour l'Europe. Oui, et pour d'autres aussi, effectivement. On risque d'avoir, si on remet en cause un peu les règles actuelles du commerce international, ça va secouer, mais ça ne va pas secouer que nous. Il peut y avoir la guerre économique. Généralement, il n'y a pas de gagnant dans une guerre économique. Et là, il faudra peut-être que Trump fasse très attention sur le poids réel des décisions qu'il va prendre par rapport à ses intérêts. Mais en même temps, on sait très bien qu'il y a parfois des effets d'annonce qui ne sont pas suivis de mise en œuvre parce qu'il y a les faits et les faits ont la tête dure. Oui, la Chine est finalement, entre guillemets, peut-être l'adversaire principal de Donald Trump aujourd'hui. La Chine est comme pays le rival principal des États-Unis. C'est le seul pays qui puisse réellement se comparer comme entité, même si elle est encore loin derrière, aux États-Unis. Et le seul point d'accord qu'il y a entre Biden et Trump, c'est de dire que la Chine est une menace existentielle pour les États-Unis parce que la Chine pourrait prendre la première place mondiale si les courbes se poursuivent, si la croissance chinoise continue d'être supérieure à la croissance américaine. Et ça, c'est effectivement un enjeu très fort pour les États-Unis. Voilà, vous avez publié Géostratégique, l'intégrale, Pascal Boniface, avec les dessins de Tommy chez Duno Graphique. C'est le recueil de ces albums de compréhension absolument formidables et qui ont d'ailleurs un succès phénoménal. Si on revient une seule seconde sur le phénomène Trump, on a entendu, y compris des personnalités de la Commission européenne, dire qu'ils avaient été surpris de la victoire de Trump, qu'ils n'avaient pas envisagé. Il y a une image, peut-être une déformation en Europe. On n'a pas vu ce phénomène. C'était encore pire la première fois, parce qu'on pensait qu'il ne serait pas investi par les Républicains et qu'il ne gagnerait en rien les élections. En fait, les gens prennent parfois leur désir pour des réalités, ce qui les empêche d'être réalistes. Oui, parce qu'au fond, ce phénomène-là, on ne veut pas le voir. Non, parce qu'il remet en cause les élites traditionnelles, effectivement.
effectivement, et Trump a joué là-dessus, plus il était attaqué par les commentateurs, par les élites, par les journalistes, par les intellectuels, plus il disait au peuple, regardez, ces gens-là vous méprisent, ils me méprisent moi, donc on est du même côté. Et donc il a un électorat populaire alors qu'il est milliardaire, ce qui est pour le moins paradoxal. Il a joué sur le sentiment anti-élite de gens qui estiment qu'ils ont été trahis par leur gouvernement, et l'amenuisement des classes moyennes, les difficultés que les classes moyennes ont aussi bien en Europe qu'aux États-Unis est certainement la base la plus importante du mouvement populiste et de son accroissement. Oui, on a vu évidemment l'envahissement du Capitole, là où même il reçoit cette investiture aujourd'hui. Lui prétend qu'il défend les libertés totales. On le voit exactement avec les réseaux sociaux d'Elon Musk, X ou autres. Et d'un autre côté, ses adversaires l'accusent d'être une menace pour la démocratie. Oui, il y a une grande crainte, effectivement, qu'il y ait une menace pour la démocratie. Et aujourd'hui, républicains et démocrates ne sont plus du tout en état de s'entendre. Les républicains pensent que le wokisme des démocrates menaçait ce qu'étaient les États-Unis. Et les démocrates pensent que Donald Trump, par sa politique, par son comportement, il va gracier les émeutiers du 6 janvier 2021, est une menace et qu'il peut étouffer les démocraties tout en proclamant qu'il en est le premier défenseur. Oui, le wokisme, vous avez cité ce mot. On a évidemment l'échec, on va dire, de Justin Trudeau qui a dû démissionner, pour certains, à cause aussi de cette politique et du wokisme. Vous diriez qu'il y a un enjeu là aussi? Oui, c'est un enjeu qui est parfois exagéré par les adversaires de l'égalité raciale, mais il y a effectivement des comportements qui ont pu agacer. Mais je pense que Kamala Harris, elle a eu 10 millions de voix de moins que Biden en 2020. Donc c'est les abstentionnistes qui ont fait aussi la victoire de Trump. Oui, il y a un véritable enjeu aujourd'hui pour la France. On a vu un soutien apporté, notamment la France insoumise, apporté aux combattants palestiniens, et puis d'un autre côté, des accusations d'antisémitisme. Est-ce que de tout ce dont on vient de parler, aussi la victoire de Trump, la perspective de trêve au Proche-Orient, qu'est-ce qui peut changer pour la vie politique française? C'est en fait la situation qui est quand même de plus en plus délétère. Les gens ne sont plus capables de se parler. Le débat contradictoire devient de plus en plus difficile. Les gens n'acceptent de parler qu'avec ceux qui sont du même avis. Donc effectivement, il y a une déperdition du débat démocratique et du débat intellectuel. Nous sommes un peu en danger par rapport à cela, de par la montée de l'intolérance et le fait de ne vouloir parler qu'avec ceux avec lesquels on est d'accord et de vouloir interdire de parole ceux avec qui on est désaccord. Il y a vraiment une urgence à restaurer les bases d'un débat démocratique. Ça veut dire que, notamment la gauche qui demande l'interdiction de X, de Twitter, ou voire même qui se retire de ces réseaux sociaux parce que c'est Elon Musk qui les dirige. Ça, c'est quoi? Alors, ils ont le droit de s'en retirer comme d'y aller. Chacun est libre d'y aller ou pas. Demander l'interdiction, c'est tout à fait autre chose. Il faut voir, est-ce qu'on interdit Twitter parce que, ou X, parce qu'il ne respecte pas les règles de l'Union européenne? C'est une chose. Et le Brésil a fait cela. Le Brésil a dit, vous ne respectez pas les règles du Brésil, et Elon Musk a accepté de payer une amende au Brésil pour pouvoir rester sur place. Ensuite, le choix d'y être ou non, c'est une décision individuelle. Moi, j'y suis et j'y resterai parce que c'est un moyen de pouvoir s'exprimer. Au fond, vous disiez, le débat contradictoire aujourd'hui est en danger en France. On voit l'interdiction de chaînes de télévision, par exemple, ou le souhait d'interdire un certain nombre de médias. C'est quelque chose qui vous fait peur, Pascal Boniface? Alors ça, c'est la régulation, c'est différent. L'Arcom a décidé que des chaînes de télévision n'avaient pas respecté les cahiers des charges, donc il faut respecter la régulation, respecter le droit, et par contre, effectivement, accepter de débattre. Moi, je n'aurais jamais refusé un débat avec quiconque, même si on est en profond désaccord, parce que c'est le sel de la démocratie, c'est le sel du débat intellectuel. Oui. Mais parfois, vous n'êtes pas invité sur certains médias en raison de vos prises de position? Oui, tout à fait. Oui, je suis tricard dans de nombreux médias. Et voilà, mais vous avez la gentillesse de m'inviter, je vous en remercie, et je peux m'exprimer sur d'autres canaux. Voilà. Mais effectivement, il y a quand même une intolérance qui monte. Oui. Vous dites qu'il y a une intolérance qui monte aujourd'hui. Oui, tout à fait. Il y a une intolérance qui monte et plus la situation internationale se dégrade, plus les choses deviennent de plus en plus clivées. Moi, je travaille sur les questions stratégiques depuis 40 ans. Dans les années 80, il y avait quand même la menace soviétique, il y avait quand même des lourds débats, mais on acceptait beaucoup plus de débattre ensemble. Maintenant, alors en même temps, de plus en plus de gens sont formés. En même temps, de plus en plus de jeunes sont au courant des réalités internationales, s'informent par eux-mêmes. Et ça, c'est un facteur d'optimisme, c'est qu'il y a de plus en plus de compréhension des réalités internationales de la part de la jeunesse qui a compris qu'elle vivait dans un monde globalisé. Mais vous dites, on a voulu vous faire taire, on va dire ça clairement. Très clairement. On a voulu me faire taire, de faire démissionner les membres du conseil d'administration de l'IRIS, etc. Il y a eu des pressions très très fortes. Voilà, tout ce qui ne vous tue pas, vous renforce. Donc, je continue à pouvoir m'exprimer. Et moi, je sais très bien que mes positions peuvent déranger, notamment sur le conflit israélo-palestinien, mais je n'ai pas fait ce métier pour dire ce qui plaît à certains, etc. Je dis ce que je pense.
Je peux me On vous a tromper. accusé d'être trop dur envers Israël. Oui, d'être trop critique Oui. envers le gouvernement Netanyahou, mais je dis, je suis nettement moins sévère envers ce gouvernement que les Israéliens qui sont pour la paix. Moi, je suis pour la solution des deux États, et donc si on veut deux États, il faut bien qu'il y ait un État palestinien, il y ait un État israélien, et je reconnais bien sûr, et je défends son existence, mais si on veut la paix, il faudra bien qu'il y ait la création d'un État palestinien. Certains prennent assez mal quand je dis ça, et je pense effectivement que les bombardements massifs, que les attentats du 7 octobre ont été une horreur qu'il fallait condamner, que le Hamas a commis des horreurs, des crimes contre l'humanité, mais que la riposte israélienne était tout à fait disproportionnée et par ailleurs inefficace puisque le Hamas est toujours là. Oui, c'était un génocide, c'était comme l'ont dit certains, par exemple La à la justice, France insoumise. la justice trancha sur le fait de génocide. La justice tranchera. Il y a des ONG maintenant, comme Amnesty International, Human Rights Watch, qui emploient le terme. Ça sera à la justice de trancher sur ce point. Merci Pascal Boniface. Voilà, je vous présente Géostratégique, l'intégrale, et puis Israël-Palestine, une guerre sans limite. Voilà, du bon côté, c'est aux éditions Erol. Merci beaucoup, Merci Pascal à vous. Boniface.